Donc déjà, merci d'avoir accepté mon invitation. J'espère que vous allez bien. Très bien. Très Merci à bien, toi, merci. Morgane. Cool. Et du coup, vous, comment êtes-vous arrivé dans le monde du jeu? Je vais commencer. Donc moi, c'est Vincent. Je suis arrivé dans le monde du jeu en commençant par jouer, hein. Après, je joue depuis que je suis tout petit. Mais passer les grands classiques comme le Monopoly, Labyrinthe, où je jouais avec mes frères quand j'étais petit, je crois que c'est mes années de fac. Qui ont révélé cette passion du jeu parce que je me suis retrouvé en coloc avec des potes. On jouait énormément aux jeux vidéo à l'époque, mais au bout d'un moment t'en as marre, t'en as fait le tour, t'as besoin d'autres expériences. On a commencé à trouver des petits jeux qui nous ont plu et de fil en aiguille on a joué, on a découvert de plus en plus de choses. Voilà, ça c'était pour moi le côté perso et après côté pro, c'est une grande histoire d'amitié avec Fabien. On travaillait tous les deux dans le web à la base. Et on en avait marre de vendre des produits qu'on n'aimait pas, je pense. Et on s'est dit, il faut y aller, il faut faire des choses qui nous plaisent. Et donc, du coup, on s'est dit qu'on allait se lancer dans le jeu de société. Ok. Et du coup, toi, Fabien, comment t'es arrivé? Si tu peux te présenter rapidement. Ouais, donc du coup, je suis l'autre fondateur de Ludum avec Vincent. Moi, j'ai commencé le jeu un peu comme tout le monde, ma génération. Forcément, il y avait le Monopoly, Milborn, etc. Plutôt du jeu familial, mais j'ai surtout beaucoup joué aux échecs avec mon père. J'ai dû commencer à 7-8 ans. Et après, adolescent, j'ai beaucoup joué au Magic. Et pas mal de jeux d'ambiance type loup-garou, etc., qui étaient pas mal à la mode à l'époque. Ensuite, j'ai eu un creux, je pense, d'une dizaine d'années où je jouais encore à des petits jeux d'ambiance comme ça, mais voilà, pas plus que ça. C'était plutôt le jeu vidéo qui me prenait du temps dans ma vie. Et puis j'ai rencontré Vincent qui lui c'est déjà un peu tombé dans le jeu moderne et m'a fait retomber dedans. Ok. Et du coup, c'est à ce moment-là que vous êtes lancé dans l'expérience Ludum. Mais j'ai vu que vous avez commencé par les box. En fait, à la base, Ludum, c'était plus créer des box de jeux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tout le. Alors, en fait, déjà avec Vincent, ça faisait avant qu'on crée Ludum, ça faisait un moment qu'on voulait faire quelque chose ensemble. À l'origine, genre 4-5 ans avant Ludum, on avait pour ambition de faire un bar à jeu. Mais en fait, c'était pas le bon moment. Enfin, voilà, ça s'est pas fait pour X ou Y raison. Et du coup, 4-5 ans plus tard, on était tous les deux disponibles pour lancer un projet. Et du coup, le jeu de société, c'est venu assez naturellement. Et en fait, on s'est un peu inspiré quand on l'a lancé de notre expérience en tant que joueur, de se dire là, on a surtout connu des jeux classiques, mais en fait, le jeu de société moderne, il s'est développé énormément. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le connaît, alors que tout le monde adore jouer. Et du coup, l'idée autour de Ludum, c'était comment faire pour aider les gens à mieux connaître et mieux prendre en main tous les nouveaux jeux modernes qui arrivent. D'où cette idée de box qualitative avec des sélections des meilleurs jeux sortis sur le trimestre que tu reçois avec un magazine clé en main qui te permet de prendre facilement du coup en main le jeu. Quoi. Tout le côté de Ludum, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut aider à démocratiser la société moderne en se basant sur notre expérience à nous en tant que joueurs. Ok. Après, moi, c'est vrai que du coup, j'en ai commandé quelques-unes des box. Et quand t'es gros joueur, on va dire comme moi, qui a déjà plein de jeux, le côté cool que je trouve de la box, c'est plutôt le côté un peu dopamine. Qu'est-ce qu'ils m'ont trouvé? Et pour les autres personnes qui sont moins joueurs, c'est aussi cool parce que il y a ce côté découverte. Ok, moi, je sais pas du tout quoi prendre, où je vais aller. Et du coup, je reçois mon truc et les sélections, elles sont quand même hyper bonnes. Il y a peu de faux pas. Quand on ouvre le collier, normalement, on a quand même de quoi s'amuser. Ouais, c'était exactement ça, hein. C'était l'idée qu'on avait, cette recherche de dopamine que t'as quand tu ouvres un booster Pokémon ou à chaque Noël quand tu ouvres tes cadeaux, c'était ce qu'on voulait recréer. Après, on n'a pas réinventé la roue, hein. C'était un système qui existait déjà dans d'autres secteurs, dans la bière, le vin, les cosmétiques, etc. Après, c'est vrai que c'était un peu spécifique à mettre en place sur le monde du jeu de société, mais voilà, donc c'était vraiment l'expérience qu'on voulait créer. Et on l'a pas vraiment pensé pour les joueurs à la base, on l'a vraiment pensé pour les néophytes, en se disant je reste abonné 1 an à la boxe et en 1 an j'ai fait le tour de plein de mécaniques différentes, j'ai découvert plein de choses et du coup après
je suis plus alerte sur mes choix et je saurai quoi choisir plus tard. Je sais ce qui me plaît, je sais ce qui me plaît pas. Après, c'est vrai qu'on s'est rendu compte très rapidement qu'il y avait beaucoup d'abonnés qui étaient des joueurs réguliers, et que ce qu'ils voulaient, c'était ce petit Noël chaque trimestre. Donc, on a un peu fait évoluer le contenu, nos sélections, en rajoutant des jeux un peu plus ambitieux en termes de stratégie ou de profondeur, de manière à plaire un peu à tout le monde. Mais voilà, on a toujours essayé de s'adapter un peu à tous les retours que pouvaient faire les abonnés. Et c'est pour ça aussi, parce que maintenant, aujourd'hui, il y a plus l'abonnement box. Quand on prend la box, on la prend, on va dire, au trimestre, on l'achète au trimestre, on n'est plus abonné automatiquement. Pourquoi vous avez du coup enlevé ça? En fait, on a observé on s'est lancé il n'y a pas très très longtemps, hein, ça fait 5 ans là. On a lancé ça en avril 2019. En avril 2019, quand on a fait nos études de marché, c'est un bien grand mot parce que bon, bref, quand on a regardé ce qui se passait dans le marché, c'était assez standard, les prix. T'avais des petits jeux à moins de 20 euros, t'avais des boîtes à 40 euros. Tu vois, ton format classique de boîte 30 par 30, un jeu initié, c'était 40 euros, quoi. C'était 39,90 en magasin, et point barre. Un jeu expert, ça montait à 50, 55 euros. Voilà, c'était assez facile de mettre chaque type de jeu dans une case et dans un prix bien défini. L'évolution du marché, les crises des matériaux qu'il y a eu sur le papier, sur le carton, etc., les coûts de transport, ça a eu un impact fou sur le monde de l'édition. Je sais pas, tu pourras en reparler, ou t'en as peut-être déjà parlé avec d'autres éditeurs pendant tes échanges, mais tu as eu un vrai travail pour essayer de réduire la taille des boîtes, de réduire la taille des composants. Tu as quand même plein de mécaniques et plein de choses qui ont évolué sur les 5 dernières années, ce qui fait que c'est difficile de définir des standards aujourd'hui. Donc du coup, c'est difficile de dire je veux des jeux initiés, je vais en mettre 2 par trimestre, ça va me coûter tant. En fait, c'est impossible si tu veux faire des vrais choix qualitatifs et de te dire je vais choisir les 2 meilleurs jeux. C'est un pari trop compliqué que de dire ces 2 meilleurs jeux, je vais pouvoir les vendre 45 euros par exemple. En fait, ça se trouve, tes 2 meilleurs jeux, ce sera 2 jeux à 17 euros. Et pour tes abonnés, tu dois de fournir en fait ce que tu estimes être les 2 meilleurs jeux et pas ce que tu estimes être le meilleur rapport qualité-prix. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est vraiment ça qui nous anime, nous. On a eu des abonnés qui nous ont dit « Ah ouais, mais avant, je faisais des grosses économies, j'ai retrouvé plus. » Je dis « Ouais, mais moi, j'ai aucun intérêt à proposer à un abonné un jeu qui coûte 60 euros en boutique et qui revient à 45 euros dans la box si le jeu, il est pas bon. Le but, c'est vraiment de fournir les meilleures expériences ludiques au meilleur prix, quoi. » Oui, puis au-delà, s'il est bon et que tu proposes, on va dire, avec ton abonnement, parce qu'il y a aussi une réalité financière, comme tu dis, même si la box est cool, ça doit quand même être rentable pour vous. Vous devez pas les vendre à perte ou tendu, parce que bon, comme toute entreprise, faut quand même rentrer de l'argent. Je me dis que si après peut-être je me trompe, si comme tu dis les prix sont pas fixés et que vous voulez quand même, vous, le plus important c'est quand même que les jeux qui soient dans les box soient de bonne qualité, soient les meilleurs, et pas forcément regarder le prix du jeu, vraiment regarder la qualité du jeu. Et si par exemple vous dites cette box elle est toujours à 40 euros et que finalement les 2 jeux de cette gamme sont plus chers, après ça peut être compliqué de vous retrouver. Exactement. Et peut-être de choisir pour vous retrouver un jeu moins bien. Ça, et en plus, en même temps que ce changement d'abonnement, on a ajouté des nouvelles sélections. Il y a la sélection Cortex, la sélection Solo, la sélection Duo. Et c'est des types de jeux où parfois ça va être compliqué d'en trouver 2 nouveautés intéressantes. Et en fait, ce format-là nous permet de se dire, ok, ce trimestre, il y avait qu'un seul jeu solo qui vaut vraiment le coup d'être mis en avant. On peut faire une box avec un seul jeu. Et donc du coup, voilà, ça offre aussi plus de liberté de se dire, ok, on fait une sélection d'un seul jeu qui est ajouté au package, et du coup, on n'est plus bloqué par le prix. On a même eu des fois où on était aussi bloqué par la date, le fait d'avoir des coffrets fixes avec entre guillemets prélèvement fixe, date fixe. Ça faisait le jeu il sort le 14 avril, on a prévu d'envoyer la box le 7 avril, on peut pas le mettre en box juste parce qu'on a une semaine près. En fait, voilà. L'idée, c'est d'avoir plus de flexibilité pour pas passer à côté de nos vrais coups de cœur chaque trimestre. Ok. Et du coup, la box, comme c'était un peu votre produit d'appel, votre produit phare, est-ce qu'aujourd'hui c'est encore par ça qu'on vous connaît, ou maintenant c'est quand même plus par la revente? Moi, je sais que je vous ai connu par d'abord la box, mais en vrai aujourd'hui, je reste chez vous et j'achète beaucoup encore sur le Doom, parce que déjà niveau prix, j'avoue, je sais pas comment vous faites, mais vous êtes à peu près presque tout le temps le moins cher du marché. Donc est-ce que c'est encore votre offre d'appel, la box, ou maintenant ça devient plus la vente? Je pense que c'est plus notre ADN, et c'est comme ça qu'on aime en parler entre nous. C'est en fait aujourd'hui, c'est une mécanique extrêmement rigoureuse. On teste vraiment toutes les nouveautés qu'on nous envoie ou qu'on va chercher.
parce que maintenant on nous les envoie, mais c'était pas le cas il y a encore 2 ans. On devait se battre pour essayer d'aller récupérer des démos. Donc maintenant on joue à tout, on se fait un avis sur tout, on le partage assez régulièrement dans des soirées découvertes, dans des barrageux qu'on fait ou auprès de nos proches, etc., histoire d'avoir d'autres avis que les nôtres. Donc en fait c'est beaucoup de rigueur et ça nous pousse à jouer à tout et à rester informés et vraiment à se tenir informés. Donc du coup c'est pour ça qu'on veut pas lâcher l'affaire, parce qu'on trouve que c'est un produit qui est trop cool. On adore rédiger le magazine qui va avec, on y passe beaucoup de temps et on y met beaucoup de nous-mêmes. Après, si on s'est mis à faire de la vente directe en parallèle des box, tu l'as compris, c'est parce que économiquement c'était pas vraiment viable. Je pense qu'on n'en serait pas là où on est aujourd'hui si on n'avait pas fait de la vente directe. Et c'est très bien, on c'est pas du tout un regret, on l'a pas fait de force. Hein. Après, ce qui fait que Ludum a vraiment, à mes yeux, explosé, c'est un bien grand mot, explosé, je le dis de ma vision en tout cas. C'est le pass Ludovore. C'est quand on a lancé le pass Ludovore qui offre des remises à tout, à chaque achat. Ça a vraiment créé un virage dans l'activité. Et pour moi, aujourd'hui, c'est un mélange des deux. J'espère, j'en sais rien, c'est prétentieux de le dire, mais j'espère qu'on est reconnu parce que on a un site qui est chouette, que notre passion, elle transpire à travers ce qu'on fait et la manière dont on présente les jeux. Mais voilà. Ouais. Mais du coup, ouais, entre le lancement de Ludum où l'activité de box c'était 90 voire 95% de notre chiffre d'affaires, maintenant c'est 5% de notre chiffre d'affaires les box. Mais par contre, on passe toujours autant de temps dessus à les préparer parce que voilà, comme dit Vincent, c'est ce qui nous permet de continuer à bien connaître ce qu'on vend, ce qu'on propose, pourquoi on les propose et puis en fait on aime jouer, donc c'est toujours un plaisir de passer du temps à les préparer. Puis mine de rien, ça vous fait, même si c'est pas la grande part de votre part de marché, ça vous fait quand même un truc en plus, un petit goodies entre guillemets par rapport à vos concurrents, et je trouve ça cool quoi. Ouais, après c'est vraiment ça n'a pas été réfléchi comme ça. Parce que vous avez fait dans l'autre sens, donc à la base c'était plus ces box et après vous êtes parti sur le marché. Pour l'anecdote, quand on s'est retrouvé avec Fabien il y a 5 ans et qu'on a réfléchi à ce qu'on voulait faire, etc., on a lancé ce produit-là, on s'est dit on va faire ça, on n'avait même pas regardé si ça existait déjà sur le marché. On s'est juste dit, c'est pas à ma connaissance, on le connaissait pas, donc du coup peut-être que ça n'existe pas, donc on va le faire. On l'a fait. Et une fois qu'on l'a lancé, il y a des gens qui nous disent mais il y a des gens qui le font ailleurs, pourquoi vous faites ça, etc. Ah bon, ok, pardon, on savait pas, mais tant pis, essayez et vous verrez quoi. Et après, je comprends pourquoi il n'y a pas des milliers de personnes qui l'ont fait et pourquoi ça s'est pas généralisé de fou, parce que c'est un exercice qui est compliqué. Tu vas mettre que des nouveautés. En fait, tu vas pas trouver un éditeur ou un distributeur qui va dire oui, vas-y, je vais te brader mes nouveautés pour que tu puisses faire une box entre guillemets marketing, quoi. Donc l'idée c'était plus de faire des sélections qualitatives comme pourrait le faire un libraire ou un caviste. Et en effet, c'est pas viable économiquement, surtout sur Internet, parce qu'Internet c'est quand même c'est la pire rue marchande du monde, quoi. Entre l'agressivité des tarifs et les pratiques un peu douteuses de certains autres sites et les GAFA, t'as une concurrence qui est quand même assez vénère. Donc, il faut réussir à faire ta place là-dessus, quoi. J'ai perdu le début de ta question. C'est pas grave, je crois qu'on a assez bien répondu à toute la question. Et du coup, vous, un peu, comment vous sentez un peu l'évolution de Ludum dans les prochaines années, ou si vous-même vous avez des projets pour un peu étendre Ludum peut-être à l'étranger, ou je sais pas. Alors pour le coup, on a pas mal de choses en tête. Je pense que ça peut durer longtemps. Là déjà le gros chantier en cours qui va sortir courant 2025, c'est une refonte globale du site, parce que justement quand on l'a créé en 2019, il avait été pensé pour vendre des box et avoir un tout petit catalogue de produits, parce que je pense qu'on a créé Ludum, il devait avoir 200 jeux sur la boutique et nos box, et maintenant on a plus de 9000 références. Donc voilà, faut un peu tout réadapter, et en plus le moderniser, parce que sur le web ça va vite, donc forcément en 5-6 ans il y a des technologies qui ont changé, notre manière de voir le jeu et de le vendre qui a changé aussi. Donc c'est à court terme ça va être ça. Et après, dans les choses plus long terme, je suis pas sûr qu'on ait forcément envie en tout cas, on n'a pas trop parlé de partir sur un développement international. Mais faut pas dire que ça n'arrivera pas non plus, mais c'est pas dans les objectifs premiers. Moi, je pense que Vincent aussi, quelque chose qui me tente beaucoup, c'est de se lancer dans l'édition.
qu'on se mette à éditer nos propres jeux. Il y a quelque chose qu'on a amorcé déjà là en fin d'année 2024, c'est toute la partie média, où là on se met à faire des vidéos pour présenter justement nos coups de cœur, les jeux qu'on veut promouvoir, et ça on va continuer à le développer au fil des ans. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Là, directement, non. Après, des petits projets secrets au fond de nos cœurs, mais on va dire qu'on est un peu superstitieux et qu'on n'en parlera pas forcément tout de suite. Mais voilà, après, c'est important on a toujours voulu avoir entre guillemets, une gestion en bon père de famille. C'est-à-dire être responsable de nos actions, des mecs de l'équipe, des mecs et des meufs de l'équipe, histoire qu'on soit jamais sous tension à cause de délais ou de trucs comme ça, quoi. Le but, quand on s'est dit avec Fabien, on veut plus de patron et on veut être nos propres patrons, c'était de pas avoir à se prendre la tête avec le boulot, quoi. Donc se faire une roadmap de malade avec des ambitions financières complètement démesurées, etc., pour finalement se mettre la rate au courbouillon, passer nos journées au taf jusqu'à 23h et pas voir nos familles, ça avait aucun intérêt. Ouais, c'est reprendre à zéro et du coup l'utilité il est moindre, quoi. Non mais on nous a souvent targué de dire Ludum c'est des requins, ils sont là pour faire du blé, etc. Oui, on est là pour faire de l'argent parce que je connais pas de gens qui travaillent pour pas gagner d'argent. Il y en a très peu où tu peux faire du bénévolat à côté de ton activité, mais sinon t'as quand même besoin d'avoir une activité. Par contre, on fait pas ça pour être multimilliardaire et devenir Jeff Bezos, quoi. Je pense qu'on est très très mal parti sur le sujet, quoi. Si tu veux faire beaucoup d'argent, vends des téléphones, quoi. Vends pas des jeux de société. Donc voilà, on y va petit à petit, quoi. Le but, c'est on a envie d'être fier de ce qu'on fait, on a envie d'être fier de notre site et de ce à quoi ça ressemble, et on se rend compte qu'en fait cette mécanique-là, de te dire c'est un vrai boulot d'artisan, quoi. Si t'es fier de ton travail et de ce à quoi ça ressemble, ça va forcément plaire à des gens. Si tu te dis je vais faire un truc dans l'idée de plaire à des gens et je vais essayer de comprendre ce qui fait vraiment plaisir aux gens, mais sans avoir aucun cœur et aucune âme dans ce que tu fais, moi personnellement mon avis c'est que ça a peu de chances de fonctionner sur le long terme. Tu peux marcher, hein, tu peux faire du dropshipping, vendre des produits de basse qualité, fabriqués en Chine, et j'ai rien contre la fabrication chinoise, mais bon, en l'occurrence c'est quand même souvent le cas, quoi. Et de faire beaucoup d'argent, ok. Mais je pense pas que tu feras ta place sur le long terme. Et je pense qu'il y a un moment où tu vas te regarder dans la glace et tu vas te dire ah bah ouais, en fait je vends des trucs pas top aux gens, j'ai pas beaucoup de mérite, quoi. Nous au moins on est fiers de ce qu'on fait et on va essayer de faire ça sur chacun de nos projets, quoi. Donc c'est pareil, Fabien dit qu'on a envie de faire de l'édition, c'est vrai. Après, tu pourrais avoir plein de gens qui se disent ah, le jeu de société c'est à la mode, tout le monde joue, je vais faire un énième jeu d'ambiance avec des blagues salaces et ça va marcher. Enfin, tu vois, il y a plein d'influenceurs qui se mettent à faire des jeux de société qui valent pas grand-chose en termes ludiques. On va essayer de pas tomber là-dedans, quoi. Si on fait un jeu, on va essayer de faire des jeux bien, quoi. On va pas donner les noms, mais c'est vrai qu'il y a eu il y a eu une histoire où le jeu il a fait 2 jours sur le marché parce qu'il n'était pas. Tu vois, ce qui est triste, ce qui est malheureusement très triste, c'est je pense qu'en 2 jours, il a vendu plus de boîtes que certains auteurs de qualité ou éditeurs de qualité qui avaient passé des années à travailler sur son truc. Alors qu'il avait évidemment, enfin, j'en sais rien. Je suppose qu'il y avait probablement une équipe et des ghostwriters derrière lui pour rédiger le jeu et c'est pas lui qui a fait son proto dans sa cave et qu'il a fait playtest dans différents barres à jeux pour voir si le jeu il tournait, quoi. Non, il a été. Je pense pas, quoi. C'est vrai qu'à mon avis, il a juste mis son nom dessus. Bon, après, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Même si j'ai trouvé ça très drôle. Mais ouais, pour revenir sur ce que Vincent disait, c'est que quand on a lancé Ludum, on s'est surtout dit, en fait, on bossait tous les deux dans le web. C'est pour ça qu'on est aussi parti vers le côté site web. Et pour des entreprises où on vendait des produits pour lesquels on n'avait pas forcément d'intérêt. Et en fait, tout ce qu'on s'est dit, c'est en fait, on a envie de vendre des produits dont on est fier, et donc ça nous fera toujours plaisir de les vendre. Et en fait, c'est surtout ça qui nous a motivés de base dans la création de Ludum, quoi. C'est de commercialiser quelque chose où voilà, on est content de les vendre et de les proposer et de s'informer sur le sujet. D'ailleurs, pendant que j'y pense, je me suis toujours posé cette question. Ludum, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire grand-chose. Non, c'est une déclinaison de jouer en latin, de ludere en latin, et donc ça, tu pourrais le traduire par ça qui appartient à ceux qui jouent. D'accord. Voilà. Ça me va très bien.
comme définition. Après, pour être vraiment transparent sur comment on l'a créé, on s'est dit, OK, il faut un nom court, facile à écrire, si possible avec des voyelles qui se répètent. Un nom latin, ce serait pas mal, parce qu'on savait, voilà, c'est pas dur de savoir que Ludo, etc., c'est des déclinaisons du latin. On a cherché ce qui existait pas. Ludum, ça existait pas en France. L'essentiel, c'est pas que les gens sachent le prononcer, mais c'est qu'ils sachent l'écrire. Ludum. On s'est dit que ça a été assez simple et ça restait en tête. Et voilà. Après, c'est rigolo parce que quand on a des clients au téléphone, il y en a pas deux qui le prononcent de la même manière. Mais qui disent Ludum. C'est ça. Tout tel Ludum. Même nous, on n'est pas trop sûr de comment faut le prononcer. Nous, en interne, on dit Ludum, mais voilà. Je trouve que ça sonne bien. C'est musical. Après, c'est sûr que du coup, moi, je savais pas ce que ça veut dire. Je me suis dit, ils l'ont peut-être inventé. Après, je savais qu'il y avait une consonance un peu latine et qu'il y avait quand même ludique dedans. Ça sonnait un peu comme ça, mais je savais pas ce que ça voulait dire. Mais c'est vrai que le nom est vendeur, il est chantant, donc rien que quand on l'entend, on se dit bon, ça a l'air cool. Mais non, puis tu vois, quand dans la phase où tu lances un projet et t'as pas grand chose de tangible, en fait, c'est les moments où tu prends un peu de fun à te dire, vas-y, faut que je trouve un nom, faut que je trouve un logo. Alors, il y a pas mal de boîtes qui le regrettent au bout d'un moment et qui font des campagnes de communication pour changer de nom, changer de logo, etc. Nous, au contraire, je pense qu'on assume bien ce truc-là parce que c'était des mots. Tu vois, c'est un bon souvenir. Je me rappelle des moments où on a eu ces débats-là avec Fabien. On était tous les deux dans notre salon à dire des conneries et à essayer de trouver des noms rigolos. Jusqu'à t'as un petit éclair à un moment, tu dis ah ouais, ok, ça c'est bien, ça peut marcher et puis tu te rends compte que bah ouais, les gens l'adoptent et que c'est pris, bon bah très bien quoi. Voilà. Donc, au début, les gens pensaient qu'on était une énième boîte de livraison de pizza à domicile et qu'on avait volé notre logo à Domino's Pizza. Mais non, c'était un peu plus réfléchi que ça quoi. Bah après c'est vrai que là, tu me disais du coup ça fait 5 ans que vous existez et quand même l'ascension je sais pas si elle s'est fait rapidement, mais j'ai l'impression que c'est quand même assez rapide comme ascension. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, qui connaît un peu tous les sites de vente, vous êtes parmi, en tout cas, le top 3 des sites de vente. Après, il y a Philibert, que je pense que au-dessus de tout, parce que bon, déjà, ils ont un stock énorme. Et vous, je pense pas que votre stock soit aussi énorme que Philibert, parce que logiquement, c'est un peu tendu. Je pense pas. Et du coup, comment vous avez réussi à aller aussi vite selon vous? Quels étaient les choix qui a permis que l'ascension se fasse aussi vite? Je pense qu'on est arrivé au bon moment, au bon endroit. Philibert, ils vont avoir, où les gens peuvent avoir cette impression-là que c'est une boutique de ville qui a fait un shop web et voilà. Philibert aujourd'hui, je pense que tout le monde est réaliste sur le sujet. C'est devenu un gros site e-commerce. Du coup, ils ont leur logistique, leur équipe de préparation, et c'est pas une boutique avec des mecs derrière le comptoir qui font des cartons, quoi. Donc du coup, pour moi, Philibert, c'est deux choses. Il y a leur boutique physique à Strasbourg et il y a leur activité e-commerce. T'as d'autres mecs qui font du pur e-commerce, donc ce qu'on appelle des pure players sur le web. T'as Esprit Jeu qui font ça très bien et ça se voit. Tu vois que c'est des gens qui sont là pour faire du e-commerce, ils savent le faire et ils le font très bien et parfait. Et après, t'as tous les autres, pour le coup, en tout cas de mon point de vue et de mon regard, c'est des gens qui ont une boutique physique et qui se sont dit, je vais faire croître mes ventes et mon chiffre d'affaires en faisant du web à côté. Et c'est très, très bien, ils ont raison, hein, il y a plein de gens pour qui ça marche, etc. Après, pour moi, c'est deux boulots qui sont vraiment différents. Tu vois, moi, je sais pas si avec Fabien, on aurait été capable de tenir une boutique en centre-ville et voilà. Parce que notre idée, c'était, Fabien comme moi, avoir un rideau à ouvrir le matin, je sais pas si on y serait arrivé. Mais par contre, se lever à 3h du matin pour bosser la nuit et faire des trucs quand on a le temps, bah ça, on peut le faire et on avait la flexibilité pour le faire. Donc, je pense que ça vient de là. On avait une vraie connaissance du web. Enfin voilà, moi j'ai plus de 40 ans. Ça fait 18 ans que je travaille dans la communication, le web et le e-commerce. J'avais un peu de bagage sur le sujet et on n'avançait pas à tâtons, quoi. On n'était pas en train de se dire ah bah tiens, on va faire un site sur Wix et en espérant que ça marche. On savait très bien qu'il y avait des prérequis à mettre en place, des choses à faire. Et je jette la pierre à personne en disant ça, hein, parce que chacun fait son boulot comme il peut. Mais on a eu la chance, quand on est arrivé, que hormis Philibert, Esprit Jeu et quelques autres, il y avait peu de gens qui avaient été vraiment investis et qui avaient mené un vrai projet web pour que ça performe. Et nous, on est arrivé avec cette idée-là en tête, en se disant, bah si on le fait, il faut que ça marche parce que c'est un pari, quoi. On a abandonné, on a changé de vie radicalement pour lancer ce projet-là. Il faut que ça marche, quoi. Et on l'a fait avec les compétences qu'on avait, quoi.
Et on l'a clairement pas fait en se disant je veux essayer de prendre la place de quelqu'un d'autre, parce que moi j'étais client Philibert avant, j'étais client des boutiques de mon quartier et de Philibert aussi pour le web, mais je me suis dit ok, Philibert ils sont là, ils sont en place, on va pas les détrôner. Qu'est-ce qu'on peut faire de différent qui va permettre d'attirer un autre public vers ce qu'on fait, quoi. Et il y a aussi genre gros fait parallèle qui fait qu'il y a plein de trucs dans le jeu de société qui ont marché ces dernières années, c'est le marché, il arrête pas de grossir. Donc ouais, on a pris une part du gâteau, mais le gâteau énorme à côté de ce qu'il était en 2010, quoi. Là, c'est surtout qu'en plus, que ça soit comme tu dis, le marché, il est de plus en plus gros, il y a de plus en plus de joueurs, de plus en plus de jeux, tout est de plus en plus gros, donc c'est vrai que, on va dire que il y a de la place, je pense, pour Philibert, Esprit Jeu et Ludo, mais sans aucun problème, en vrai. Oui, c'est sûr. Et ouais, du coup, moi, je rejoins ce que Vincent. Et pas que pour. Et il y a aussi de la place pour les boutiques physiques. Et c'est important de le dire parce qu'il y a plein de gens qui disent le web, vous allez tuer les petits commerces, etc. Ouais. Enfin, les gens qui tuent les petits commerces entre guillemets, c'est aussi les consommateurs. Enfin, je veux dire, moi le premier, il y a des tendances face à laquelle tu peux pas te battre. Acheter en ligne, pour plein de raisons, c'est pratique. C'est chez soi. Voilà, j'ai conscience que ça peut être dur dans des petites villes, etc. Et tu te dis j'ai la concurrence du web sur d'autres sujets. Mais quoi qu'il en soit, tu peux pas aller contre ce courant-là, c'est compliqué, quoi. T'es un peu obligé de l'embrasser à un moment et de te dire ok, oui, les gens ils achètent sur Internet, il faut que je fasse avec. Je vais pas te dire qu'on a une éthique irréprochable et qu'on n'a pas conscience des dommages du e-commerce sur des aspects sociaux ou environnementaux. Après, la réalité, c'est si tu mets tout ça dans le même chapeau, tu mélanges et tu peux quand même essayer de garder ton âme et de faire un truc un peu propre et clean dans ce sujet-là, quoi. Et donc oui, pour moi, il y a de la place pour tout le monde dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde ludique d'aujourd'hui. Je pense que tous les revendeurs, à partir du moment où tu es passionné et que tu crois en ce que tu fais, ton business, il a quand même de grandes chances de marcher parce qu'il y a de plus en plus de joueurs tous les jours. Oui, c'est sûr. Et puis même pour moi, tu dis que vous étiez en concurrence. Bon, c'est le cas avec les boutiques physiques. Mais pour moi, c'est deux choses différentes. Déjà, quand on va dans une boutique physique et sur Internet, j'ai l'impression que c'est pas la même clientèle, déjà. Et sur une boutique physique, il y a ce conseil qu'il n'y a pas forcément sur Ludo, même si vous avez vos encarts, vos trucs, où vous parlez des jeux, mais il y a quand même, quand on ne sait pas quoi acheter, on va plus facilement dans une boutique physique, et quand on arrive sur Ludo, souvent, on tape, on sait déjà où on va. Donc, je suis d'accord. Pour moi, il y a de la place pour tout le monde, et ceux qui... les boutiques qui font bien leur travail et qui sont aussi bien placées, normalement ça fonctionne aussi. Après, c'est vrai qu'il y a des boutiques quand la place n'est pas forcément premium ou dans des petites villes ou dans des petits villages, je peux comprendre que ça soit plus compliqué. Non, mais c'est évident, hein. Mais c'est surtout en plus c'est plus de t'alimenter, quoi, et d'avoir parce que c'est vrai que c'est des paris risqués pour une petite boutique. Moi, mes parents vivent en Bretagne, à Guingamp, à côté, il y a des petites boutiques. Ouais, ils ont pas toutes les références, ils ont pas toutes les nouveautés. Et je comprends, c'est compliqué quand tu vois le département et en gros ta zone de chalandise, de dire je vais prendre, 12 boîtes de SETI qui vient de sortir, il faut les trouver, tes 12 joueurs de SETI dans le périmètre. C'est compliqué, quoi. Nous, on peut le faire sans trop se poser de questions, parce que oui, notre zone de rayonnement, elle est un peu plus large. Mais par contre, c'est possible que tu aies un mec dans cette région-là qui soit fan de jeux experts, etc., et qui veut vraiment jouer à ça. Ouais, c'est sûr que lui, il a pas de chance, quoi. Mais après, de toute façon, ça, globalement, c'est une réflexion. Tu vois, là, on le sent sur les boutiques de jeux, mais en fait, c'est juste une réflexion sur la société au global. Je pense que le web, il devient de plus en plus prépondérant. Et ce que les gens vont chercher dans une boutique physique au global, c'est d'avoir une expérience différente. Et du coup, ce que les boutiques doivent faire, que ce soit dans le jeu de société, dans le livre ou je sais quel secteur, c'est ne pas être juste un vendeur, mais apporter quelque chose autour de la convivialité, des rencontres ou du conseil qui va humaniser la relation et du coup permettre, en fait, comme quand tu vas chez ton fromager ou ton boucher, te dire oui, ok, c'est
c'est peut-être un peu plus cher, mais je passe un bon moment de vie et c'est deux modes de consommation qui ont rien à voir et qui sont pas antinomiques, quoi. Enfin, de toute façon, ils vont devoir cohabiter parce que le web il sera toujours là, les boutiques physiques elles seront toujours là. Et la question c'est comment tu t'adaptes à la société aujourd'hui. C'est exactement, pour moi, tu parlais du boucher ou du boulanger, c'est exactement pareil. Par exemple, si on va dans une grande ancienne, mass market, où on va acheter sa viande, où on va chez son boucher acheter sa viande, on y va aussi pour le côté un peu humain, qu'on n'a pas forcément avec Internet, même si je reconnais que vous, votre service client, quand on a des problèmes, on a l'impression de parler on parle à des humains et on le sent en fait, que c'est pas des bots, que c'est des vrais humains qui nous répondent, et je trouve ça assez cool sur ça. Ouais, après, nous tout ce qu'on a voulu faire autour de Ludum, surtout à partir du moment où on s'est dit on va se concentrer sur la boutique, c'est de réussir tout de même, malgré l'écran qui nous sépare, d'offrir l'expérience la plus humaine possible. Après, il y a forcément des limites et à un moment où on pourra pas le pousser plus loin que ce que c'est possible. Mais ouais, tout a été concentré sur Ludum et même sur, quand tu parlais tout à l'heure de qu'est-ce qui fait que Ludum a marché, c'est qu'en fait on s'est beaucoup concentré sur la création de contenu qualitatif, de conseils qualitatifs et le fait d'avoir aussi un SAV qualitatif, ça en fait partie. Ouais. C'est pas parce qu'on est sur le web qu'on fait que du prix, c'est en fait tu peux aussi avoir des prix pas chers et en plus un service de qualité. Ouais. Au-delà du SAV, parce que je pense qu'on aurait pu vendre des maillots de bain, des croquettes ou quoi que ce soit. Tu vois, on aurait pu avoir d'autres passions dans la vie que le jeu de société. Je pense que ce côté relation client et expérience client, on aurait fait la même chose. Parce que c'était vraiment ça qu'on voulait, quoi. Il y avait un truc dont on me parlait dans d'anciens boulots. On me disait, ouais, il faut que tu cherches l'effet waouh quand tu fais des trucs. Le terme m'énerve, mais en même temps, c'est un peu, pour moi, c'est un peu notre leitmotiv, tu vois, de te dire, ce que je suis en train de vivre comme expérience, et je te parle pas d'un design qui scintille, ultra réactif, avec des trucs pro design, etc., mais genre juste qu'on te prévienne quand il y a un truc sur ta commande, un problème, avant même que tu t'en rendes compte. En fait, c'est un truc qui arrive nulle part ailleurs. Ça, en général, quand tu as une galère sur un site de e-commerce, 90% du temps, ça se passe bien avec quasiment tout le monde, mais les 10% après, c'est de l'enfer. Il y a une grande marque de meubles suédoise, dont je ne donnerai pas le nom. Tu as l'impression que c'est ultra quali, que c'est trop bien, etc., et que c'est trop géré. Tu as un problème avec leur SAV, ça te rend fou. Tu parles avec des mecs, ils comprennent rien, tout coûte une blinde, tu t'es dépassé, quoi. Tu te dis, waouh, mais c'est pas possible. Alors, ok, ma table basse Klook, elle est pas chère, mais par contre, je l'ai payé de mon âme d'avoir pris cette table et d'avoir eu un problème avec, quoi. Et moi, je trouve ça ultra satisfaisant de réussir à chercher ces points de tension et de te dire, ok, vas-y, je vais essayer de faire un truc trop bien pour les clients, même si ça se voit pas, même si c'est peu de choses. Je sais que moi, en tant que client sur cette boutique, si j'avais cette expérience-là, je trouverais ça trop cool. Et on essaie de faire plein de trucs comme ça qui se voient pas, dont on parle pas, mais genre juste, ça nous aurait fait plaisir à nous en tant que clients. Alors on l'a fait. Prends un truc tout con, tu vois, on fait des fusions de commandes. Ah, ça, genre, je trouve ça trop bien, vraiment bien. Ouais. Et tu vois, et en fait, on s'est même pas posé la question de est-ce qu'il y en a d'autres qui le font ou pas. C'est genre juste, on s'est dit, mais il y a plein de gens qui nous demandent de faire ça. En fait, nous, en back-office, c'est un peu fastidieux et ennuyeux à faire. On s'est dit, vas-y, on va laisser les clients le faire eux-mêmes et leur proposer, quoi. Et en fait, tous les gens qui commandent régulièrement, qui font beaucoup de précommandes, ils nous disent, ah, mais c'est trop cool, c'est une trop bonne idée, etc. Et je sais pas, il y a probablement d'autres sites e-commerce qui font ça, mais nous, on trouvait que c'était une fonctionnalité trop bien. Et je te dis, on aurait fait la même chose si c'était pour des croquettes ou des produits ménagers, quoi. Après, là, il s'avère que ça marche très bien avec la vie des précommandes et ce qui se passe. C'est surtout les précommandes, comme tu dis, oui, parce que quand tu précommandes, des fois il y a des durées assez longues, ouais. Et tu dis je vais recommander 1 ou 2 jeux en même temps, et au lieu d'avoir 2 commandes, le fait que ça soit tous ensemble, je trouve que c'est vraiment, en tout cas moi je trouve j'ai déjà fait 2-3 fois, je trouve ça vraiment cool. Merci. Et du coup vous avez tous les titres qui sortent aujourd'hui du marché, ou vous faites quand même une sélection, ou des fois vous choisissez le nombre de... Sur les versions, je vais laisser Fabien parler un peu parce que je parle trop. On va dire qu'on a 90%. En fait, tout ce qui va être du Hasbro, Mattel, etc., on travaille pas avec eux. Donc voilà, globalement ça, on va pas les proposer
sur le marché, et puis ça a pas trop d'intérêt en plus pour une boutique hyper spécialisée comme nous. Et après, sur tout ce qui est jeux de société modernes qui viennent des distributeurs avec qui à peu près tout le monde bosse, oui, on référence presque tout. Ça va plutôt être la durée de vie du produit qui va être variable, quoi. Avoir un produit qui sort qu'on a référencé, qu'on va fermer 6 mois plus tard parce que bon, on l'a créé, on en a vendu 3, puis personne nous en commande, et voilà. Après, là, ça, c'est un peu la loi du marché qui fait ça. On avait tenté pendant un moment de faire un peu le tri, et genre on teste un jeu, on se dit là on aime vraiment pas, on le met pas sur la boutique. Sauf qu'en fait mécaniquement, mais il y a quand même des gens qui nous le demandent, et donc on finit par le créer. Donc voilà, maintenant on crée vraiment tout, sauf exception où on se dit il y a quand même des trucs où on se dit qu'on va pas les mettre, quoi. Mais voilà, c'est assez rare. Aujourd'hui, il y a quand même des trucs, on se dit, on va le mettre, mais il va rester très très longtemps. Non, mais tu vois, à partir du moment où il y a un boulot d'auteur, il y a un boulot d'édition qui a été fait, non, je pense qu'il faut le mettre, parce que, enfin, tu vois, t'es jeune auteur, tu sors ton truc, même si c'est pas parfait, t'as envie de le voir en ligne, t'as envie de le voir sur les boutiques. Tu vois, ça nous est déjà arrivé d'avoir des auteurs, premier jeu, qui nous disent mais attendez, je viens de voir que vous l'avez mis sur votre site, il manque, il y a une coquille dans votre texte ou un truc comme ça. Et à l'inverse, des nouveaux auteurs qui nous disent je comprends pas, mon jeu, il est pas encore en ligne sur votre boutique. Et je comprends que les personnes ont envie de le voir distribué. Après, t'as des trucs quand c'est sous-titré par une marque ou par un site web, etc. Ah bon, je vois un truc en ligne que j'aurais pas mis en ligne, moi, mais actuellement. Mais je sais pas, tu vois, des déclinaisons de blanc manger coco, il y en a eu 45 à des sauces différentes. Ça sert à rien de tous les mettre, quoi. Au bout d'un moment, ça suffit. On a fait le tour, on a compris. Et du coup, vous essayez d'avoir à chaque fois tous les titres, parce que j'ai vu que, par exemple, vous faites pas mal de précommandes, et les précommandes, ça vous aide quand même, par exemple, à choisir le nombre de lots que vous achetez, le nombre de pièces. Ouais. Ça, pour le coup, c'est un gros indicateur pour nous. Globalement, sur un jeu qui a des précommandes, au moment de le mettre en stock, quand c'est la semaine de sa sortie, on va prendre x3 par rapport à la quantité qui a été précommandée. Voilà, c'est à peu près. Ça vous donne une indication de la demande sur. C'est sur ça, le ouais. jeu. Voilà, c'est une moyenne que je te dis. Après, ça va être justement souvent les jeux avant qu'ils sortent, grâce à nos box, on a pu les tester. Donc ce x3, il va être variable. Un jeu auquel on croit pas trop, on va peut-être diminuer à x2. Un autre jeu où en fait on s'est dit c'est vraiment génial, même s'il n'y a pas eu beaucoup de pubs pour le moment, on peut monter à x5, x6 parce que voilà, on sent que ça a marché. Mais après on essaye globalement d'être raisonné, et du coup il y a que quand on fait nos campagnes de box, on va prendre entre guillemets un risque avec des très gros volumes. Voilà. On a une stratégie un peu raisonnée, régulée sur les achats. Après, dans les box, j'ai l'impression que les jeux qui sont dans les box, la plupart du temps, il y en a pas mal, c'est des bangers, des jeux qui fonctionnent quand même sans trop de problèmes, quoi. C'est un peu 1 sur 2. Enfin, c'est ce qu'on essaye un peu de faire. Tu vois, il y a des choses qui sont des évidences. En effet, là, dans la dernière, on a mis Bombbusters. C'était dur de pas mettre Bombbusters à tel point le jeu a fait du bruit, ou The Gang, parce que c'était en effet, des trucs, de toute façon, tout le monde les voulait. Après, les jeux qu'on met en parallèle, en général, quand on met des ultra bangers comme ça, on essaye de mettre un jeu où c'est des coups de cœur un peu plus personnels, quoi. Et des choses un peu plus risquées, tu vois. Je me rappelle, post-Cannes, l'an dernier, donc ça devait être pour la box d'avril, on avait mis le monde de Reterra, qui était le jeu d'Eric Lang là, chez Hasbro. Tout le monde, peu de gens y croyaient parce que c'était un jeu Hasbro. Et en fait, nous, on avait joué avec Fab, on avait trouvé ça trop cool. On trouvait que c'était un jeu de tuiles dynamiques, etc. Plein de valeurs, c'était ultra rejouable. Le jeu, il a pas eu un succès de malade. Après, en vrai, le jeu, il est très bien, quoi. Il est très bien, et on regrette pas de l'avoir mis en box. Après, c'est un exemple, mais il y a plein d'autres jeux où c'est des coups de cœur un peu plus personnels, et on se dit qu'il faut vraiment les faire découvrir. Voilà. Non, mais ouais, ça va dépendre. Le monde de Reterra, c'est un bon exemple, tu vois, parce que du coup, on y avait cru avec la box, on l'a mis, on avait même pris un peu plus de stock. Et là, je pense qu'en ce moment, il est en solde on le solde à moins 60% parce qu'il devait nous rester une centaine d'exemplaires. Mais c'est pas grave, tu vois. En fait, quand c'est dans le cadre des box, vu qu'on a un coup de cœur, on peut se permettre de faire un pari, et parce que du coup, malgré tout, il y a quand même peu d'échecs dans le lot, mais il y en a forcément. Et le monde de Reterra, je pense que son problème, c'est pas qu'il soit pas bon, son problème, c'est qu'il est
il est chez Hasbro et il a un peu de mal. Hasbro a eu du mal à réussir à se faire sa place auprès des joueurs, des joueurs modernes parce qu'ils ont leur image du Hasbro qui leur colle un peu à la peau, quoi. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand tu dis Hasbro ou Mattel, c'est des jeux de mass market que tu trouves dans les galeries marchandes, et que quand t'es joueur, mentalement, même si des fois ils sortent peut-être des jeux qui sortent de ce lot-là, mentalement tu dis ouais bon, je vais avoir un jeu entre guillemets, je mets des guillemets, un peu merguez, un peu facile, que c'est un meilleur mot un peu pour les non-joueurs. Et c'est vrai que du coup pour le public que vous visez, c'est peut-être pas le jeu où ils iront. Ouais, après, dans la box, tu vois, personne s'en est plaint. Je pense que tous les gens qui l'ont reçu dans la box ont été contents de le recevoir, mais par contre, sur le côté vente en ligne derrière, il a pas eu, la publicité qu'il fallait pour fonctionner et s'imposer. De toute façon, on sait bien le nombre de jeux qui sort chaque année, forcément. Aujourd'hui, c'est dur. Des bons jeux, il y en a qui passent à la trappe. Et d'ailleurs, tu dis que personne s'en est plaint. Est-ce que vous avez eu du coup des ratés entre guillemets dans les box, ou quand vous avez mis un jeu, vous avez eu beaucoup de retours, ou de dire qu'est-ce que ce jeu fait dans la box entre guillemets? Non, on n'a jamais eu des bad buzz comme ça. On a eu des regrets. Je me rappelle une fois, je sais plus, je pourrais pas te dire c'était à quelle période exactement, mais en simultané sur la box Discovery, là, sur les jeux initiés, on hésitait entre deux jeux de deck building qu'on trouvait cool. Un qui s'appelait Forte. Je sais pas si tu te rappelles de ce jeu-là, qui était un jeu de deck building par le même illustrateur que Root, et par le même éditeur d'ailleurs, et où tu jouais avec des gamins dans un bac à sable et tu devais construire ton groupe de potes. On trouvait la mécanique trop cool. Les règles, il y avait quelques trucs un peu louches dans la manière dont les règles étaient rédigées, mais ça c'est un peu la signature de Leader Game. Mais voilà, on trouvait ça fun et on trouvait la thématique top, etc. Et en parallèle, on avait joué à Living Forest. Living Forest, on trouvait ça cool aussi. C'était un deck building un peu rafraîchissant. Et il n'était pas encore sorti, je pense, Living Forest, donc il n'avait pas encore buzzé. Il n'avait pas éclaté. On y avait joué parce que l'éditeur nous avait fait jouer. Et on hésitait vraiment entre les deux. On se dit vas-y, on va prendre Forte quand même. C'est plus personnel, c'est plus marqué en termes d'ADN, etc. Bon, on a mis Forte. 2 mois après, Living Forest a gagné l'As d'or. Il était en rupture de stock partout, tout le monde se l'arrachait. Et là, on s'est dit merde, on était à 2 doigts d'avoir mis le doigt sur l'As d'or. Et en fait, on a choisi l'autre. Et voilà, mais on le regrette pas, tu vois. Moi, Forte, je trouve toujours que c'est un bon jeu. Après, je conçois et je comprends que Living Forest ait gagné l'As d'or en parallèle et qu'il ait eu plus de succès, tu vois. Je le comprends aussi. Mais voilà, on met quand même un peu de nous, même dans les échecs. Ouais. Et après, de manière un peu plus unitaire, tu vois, c'est déjà arrivé sur certaines box forcément que certains clients nous disent ce jeu-là m'a pas trop plu ou autre, mais on n'a jamais eu d'envolée massive de 20%, 30% des abonnés qui disent c'est n'importe quoi, pourquoi vous avez mis ça, quoi. Après, forcément, du coup, des fois, nos sélections, c'est sur nos choix. On essaye de faire des choix qui se veulent le plus généraliste possible pour que ça puisse se plaire le plus à tout le monde. Mais du coup, forcément, ça peut pas plaire toujours à tout le monde. Et dans ces cas-là, souvent, à chaque fois où ça arrivait, c'était plutôt des personnes qui étaient abonnées depuis longtemps et qui arrivaient dans ce que Vincent disait tout à l'heure, c'est que ça y est, ils savent ce qu'ils aiment, ils savent un peu quel jeu ils cherchent, et du coup nos box faisaient plus trop sens pour eux. Ce qu'ils voulaient, c'était découvrir des nouveaux jeux et que le côté surprise, cadeau de Noël les intéressait pas plus que ça, la box était plus trop adaptée pour eux. Et en fait, dans ces cas-là, on a tendance à pas essayer de faire de la rétention forcée ou autre, mais à inciter les gens à se dire en fait, vous savez ce que vous voulez, c'est pas grave, vous pouvez arrêter la box, on a le pass Devoir qui vous permet d'acheter les jeux qui vous plaisent au meilleur prix, et on sera toujours là pour vous donner du conseil. Et puis si vous voulez, vous pouvez aussi faire une pause, vous revenez à la box quelques trimestres plus tard, etc., quoi. Voilà. Mais bon, voilà, pas de buzz global en tout. Ok. Du coup, pour revenir un petit peu, comment vous voyez un peu l'évolution du marché du jeu de société, on va dire dans les prochaines années? Est-ce que, comme on l'a dit, le jeu de société est en pleine extension, pleine évolution, et on est de plus en plus de titres qui sortent chaque année, de plus en plus de maisons d'édition, de plus en plus de plus. Comment vous sentez un peu l'évolution du marché Je pense que c'est compliqué de jouer les Nostradamus parce que tu sais jamais ce qui va arriver. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup trop de sorties et qu'il y a beaucoup trop de trucs qui se ressemblent, malheureusement. Je pense que parfois c'est volontaire. Je pense que parfois c'est complètement involontaire. Je pense que tout le monde a envie de faire sa place aussi parce qu'ils se disent que le marché est juteux et qu'il y a une dynamique là-dessus. Donc je pense et j'espère que ça va se calmer.
en termes de rythme de sortie. Après, tu vois, j'entends tout le monde dire ouais, mais c'est les mêmes jeux tout le temps qui sortent, il y a plus de nouveautés. Ouais, je suis pas forcément d'accord. Tu vois, il y a encore des gens qui arrivent à innover, qui arrivent à avoir des concepts. Alors, c'est pas des innovations profondes. Tu vas pas révolutionner le jeu de société avec un nouveau titre, mais tu vois, l'expérience coop de Bombbuster, par exemple, en vrai, moi, ça me fait j'ai pas souvenir d'un jeu coop qui m'ait créé ce genre de sensation-là et qui ait créé cette énergie autour de la table. Ce qu'a fait Yellow en sortant The Gang ou The Crew à l'époque, c'était aussi extrêmement malin et très adapté. Et ça aussi, ça fait partie de ces jeux qui ont la capacité à ramener plein de gens vers notre passion, tu vois, à se dire ah ouais, ok, en fait c'est intéressant d'avoir des jeux un peu plus évolués qui vont au-delà de la belote, du tarot ou du poker et qui m'offrent autre chose. Donc moi, je pense que ça va continuer. Je pense que vu tout ce qui se passe autour de nous, les gens, ils ont besoin de se divertir et de changer les idées. Tu vois, quand on aura plein de gens dans les rues avec des casques à pointe et des bottes en cuir qui nous donneront des ordres, on sera très content de se retrouver à la maison pour faire une petite partie de Bombbuster. Donc voilà, j'espère qu'on va continuer à jouer et qu'on ne sera pas obligé de jouer que à Secret Hitler. Mais voilà, donc non, je pense que ça va continuer à marcher. Il y a plein de gens. J'ai lu une news qui disait ouais, Netflix, c'était le journal du geek qui a sorti une news en disant Netflix s'attaque aux jeux de société et voilà, avec une interview du PDG de Netflix qui dit qu'ils veulent créer des jeux coop online sur Netflix, etc. et que ça allait tuer le jeu de société. Ouais, à mon œil, quoi. À mon avis, c'est pas près d'arriver, quoi. Qu'il y ait des gens qui jouent à des jeux vidéo sur Netflix, oui, ça j'y crois, tu vois. Que les gens arrêtent de jouer aux jeux de société, arrêtent de se retrouver autour d'une table, j'ai des doutes, hein. Tu vois. Par exemple, ça m'étonnerait. Par exemple, BGA, qui est, on va dire, la plateforme du jeu de société. Moi, j'adore, je joue à BGA, mais je trouve que c'est pas la même essence et que c'est pas un jeu c'est pas pareil. Ça me permet de découvrir plus de titres, plus de choses, mais je préfère toujours me retrouver avec des amis ou des gens autour d'une table, avoir cette énergie qu'on n'a pas en ligne, quoi. Ouais, bah c'est un complément alimentaire, quoi. T'as pas le temps. Enfin, tu vois, c'est comme les gens qui fument des cigarettes électroniques quand ils sont à l'intérieur, mais ils fument des clubs quand ils sont dehors, tu vois. C'est c'est la même chose. C'est accro, quoi. Donc, du coup, tu continues à jouer. Bah, ça me choque pas, tu vois. C'est très bien. Non, mais moi, je pense que le marché, il a encore le marché et la création, il y a encore plein de belles choses à venir devant nous, quoi. Après, ce qui est triste dans tout ça, c'est qu'il y a peut-être des gens qui vont être laissés sur le carreau. Pour ça, des toutes petites boutiques dans des coins un peu isolés où du coup, t'as tellement de sorties que c'est dur de tout proposer. Des éditeurs qui vont avoir fait les mauvais choix, des distributeurs qui vont avoir fait les mauvais choix et qui vont te payer malheureusement cher parce qu'un échec, ça peut te coûter cher. Mais voilà, tu vois, je pense que ceux qui réussissent et qui se débrouillent, ils vont continuer à réussir à se débrouiller. Et je pense que tous les gens qui ont du talent, que ce soit dans la création ou dans l'édition, ils vont réussir à faire leur place aussi parce que t'as quand même un cœur de joueur qui est ultra passionné et qui aime bien les beaux jeux, mécaniquement bien faits, bien huilés, etc. T'auras toujours une clientèle pour ça, quoi. Après, je pense que les visions un peu trop marketing du sujet, je pense à tous ceux qui font des campagnes Kickstarter en masse et qui misent que là-dessus pour prospérer. Je parle pas des joueurs qui pledge, hein, mais je parle des éditeurs qui ont pris ça comme cœur de business. Ça, je pense que c'est un peu risqué, quoi, parce qu'on les voit venir de loin, quoi. Mais après, là, ça a pris un tournant quand même, le Kickstarter, je trouve, au début, à un moment donné, ça a fonctionné, et là, les joueurs, j'ai l'impression qu'ils sectionnent comme de plus en plus les choix des Kickstarter. Mais parce qu'ils ont compris qu'on se moquait d'eux. Dans la grande partie des cas, l'éditeur est juste là pour financer sa production. Il attend pas les retours de la communauté. Il a pas besoin de la communauté pour vendre. C'est juste, du coup, ça prépaye sa production et voilà, quoi. Enfin, tu vois, Cool Mini Aeronaut, là, ceux qui font Zombicide, je suis pas sûr qu'ils aient besoin de Kickstarter pour cartonner, quoi. La communauté Zombicide, elle est énorme. En fait, en vrai, ton Zombicide, sors-le, vends-le en boutique, il va se vendre, hein. Je me fais pas de doute là-dessus, hein. C'est juste que c'est un outil de com formidable, Kickstarter. Après, voilà, quand les gens se prennent 20% de frais de port en plus ou des trucs comme ça, tu déchantes un peu, quoi. Et que le jeu se retrouve en boutique en même temps, quoi. C'est surtout ça le truc, quoi. Et moins cher. Et moins cher, ouais. Tu vois, nous a reproché de vendre des jeux moins chers que sur Kickstarter. Je fais, moi, j'y peux rien, hein. Moi, je prends les prix que me donnent les fournisseurs, je les applique, ça passe dans nos moulinettes et le prix les calcule de la même manière, quoi. Et après, ok, tu t'es fait avoir à faire un Kickstarter, c'est triste, mais c'est pas vraiment de la faute des gens qui te le vendent derrière, quoi. Du coup, j'ai une dernière question pour cette première partie. Si vous aviez des anecdotes un peu marrantes sur Ludum, moi je sais qu'il y en a une et
que j'ai, qui s'est passé il y a pas très longtemps, c'était sur des soldes, je sais plus, je crois que c'était Yellow ou un truc comme ça. Un déstockage. Genre avec des prix, mais Je sais pas si je me suis dit, je sais pas mais si j'ai envie d'en parler, mais comment ils ont fait? Les prix étaient magiques. J'ai commencé à mettre plein de trucs dans mon panier comme un fou. Parce que en plus il y avait des bons jeux. Et je pense quand vous vous êtes rendu compte de votre erreur, vous avez fait machine arrière, ce qui est un peu logique parce que je pense que vous vendiez à perte avec cette promotion. Et du coup, ça a fait un petit bad buzz un peu sur les groupes de jeux de société. Mais je trouve que vous avez quand même assez bien géré la situation. Même vous avez proposé des bons d'achat, des choses comme ça. Ouais. Et est-ce qu'il y a des en vrai, moi je trouve ça marrant parce que c'était tellement abusé les prix que même moi je me suis dit c'est un bug, c'est obligé. Bon, je pense qu'avec le recul, on peut. Fabien, je te laisse raconter comment ça s'est passé. Ouais, du coup, parce qu'en fait, on a lancé Stopper là. Enfin, je pense qu'on a reçu les infos de la part de Yellow qu'il allait avoir une promo le vendredi midi. J'ai commencé à programmer. Non, on avait dû recevoir les infos le jeudi. On avait déjà passé une première commande pour avoir un peu de stock au moment où on lance. Et moi, j'ai commencé à programmer la promo le vendredi. Et entre-temps, on a reçu, en me basant sur un email sur lesquels les remises étaient assez claires. Et entre-temps, on a reçu une facture de notre première commande où c'était plus très clair. Ça donnait l'impression qu'il y avait plein de remises qui s'additionnaient. Et du coup, vendredi, fin d'après-midi, un peu dans le rush de finir les trucs et de partir en week-end, je me suis dit bon bah ok, les bons prix, ça a l'air d'être les remises qui s'additionnent sur la facture. Et je remets pas du tout la faute sur Yellow, hein, parce que c'est juste moi qui ai fait une erreur d'interprétation. Et voilà, c'était 100% de mon fait. Et du coup, je recalcule tout ça. On aime bien quand il y a des destockages, être les premiers à les proposer. Donc, vendredi 17h, je mets tout en ligne et puis je pars au week-end, quoi. Et du coup, je vois que tout le week-end, je vois que les ventes commencent à s'enflammer assez fort. Et tout le week-end, j'ai su assez fort. Ça s'est enflammé extrêmement fort. On vendait plus que les meilleurs jours de la période de Noël, quoi. Et moi, je me rappelle, je savais que Fabien avait lancé ce truc. Moi, je bossais sur 2 trucs le vendredi après-midi. Je rentre chez moi le soir. Je me rappelle, le samedi soir, je regarde les chiffres de vente du site et je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais j'avais commencé à en parler avant, pas en m'inquiétant pour les remises, mais en m'inquiétant pour le stock que Yellow allait pouvoir nous fournir. Où je me suis tapé, je pense que c'est le vendredi soir et le samedi soir, au moins 3 heures à faire des commandes sur le site de Yellow pour être sûr que le lundi matin, ils nous envoient suffisamment de stock pour tout ce qui a été commandé. Et enfin voilà, parce que vu tout ce qui partait, on avait vraiment peur de ne pas pouvoir servir tout le monde. Donc ça, tout le week-end, ça reste comme ça, le stress sur le stock, en se disant bon, c'était des bons jeux, il y avait une belle remise, donc bon bah ça peut être expliqué parce que là, la vraie remise de base était déjà sympa. Oui, c'était la remise elle était déjà cool sur des bons jeux. Mais c'est vrai que le prix était sauf que du coup, et moi, du coup, le dimanche soir, je tombe malade, mais à crever. et le lundi matin, Vincent est au boulot, m'appelle et me dit, je viens de recalculer les remises et ça va pas du tout, quoi. On vend à perte. Et j'ai dit, il m'explique, je fais, ouais. Effectivement, j'ai fait de la merde. Et genre, moi, j'ai une grippe de mort et je dis, je vais bosser une demi-heure pour recalculer, refaire des trucs propres et après je peux rien faire, quoi. Donc j'ai fait de la merde et en plus désolé, je vous lâche, vous allez devoir gérer sans moi. Du coup, je vais laisser le relais à Vincent. Et là, ouais, bonne semaine de crise. C'est vraiment semaine de crise complète, quoi. Mais après, c'est la vie, quoi. Tu fais une erreur, tu l'assumes. Hein. Globalement, t'as 99,9% des gens qui ont compris. T'as 2-3
râleurs, pour être poli, qui nous ont dit qu'on était des escrocs et des arnaqueurs. Enfin, pour moi, un arnaqueur, c'est quelqu'un qui te prend de l'argent et qui te le rend pas, quoi. Oui. Là, en l'occurrence, on t'a pris de l'argent, on t'a fait hop, pardon, je te le rends, j'en veux pas, et voilà, et tu peux nous racheter des trucs, c'est tel prix, et en plus, on te donne un bon d'achat pour le faire. Et je pense que, bah voilà, la globalité des gens ont compris que c'était une connerie et que c'était une boulette. C'est des choses qui arrivent. Et voilà, après, des gens qui brandissent des textes de loi, etc. Il s'avère qu'en vrai, on a le droit de faire ça parce que c'est des produits qu'on n'avait pas en stock. Et de toute façon, c'est ce qu'on. Mais on a parlé, je crois de mémoire, on a annulé 1800 commandes, un truc comme ça. Ah ouais, c'était un truc solide. C'est ce qu'on a. Tu te retrouves. Non, en plus 1800. Non, je me rappelle de l'enfer du truc. Genre sur PayPal, on a plein de gens qui commandent sur PayPal. Avec PayPal, les commandes, tu dois les annuler une par une à la main. Donc ça veut dire que moi, avec un mec de l'équipe, on a passé 2 jours entiers à annuler des commandes PayPal à la main. Genre c'était l'enfer, quoi. Et on a développé un petit script, parce qu'en gros, pour aller sur PayPal, pour lancer une commande, il faut que tu fasses 8 clics avant d'arriver au truc. Et à chaque fois, avec des temps de chargement, c'était l'enfer. Et on découvre un trick pour essayer d'arriver directement à la page de remboursement. Pour cette page de remboursement, donc tu peux les enchaîner et en faire 5-6 d'affilée dans la même minute, quoi. Sauf que dès que tu en as fait 5-6, PayPal, il commence à te mettre des écrans de captcha où il faut que tu cliques sur des bananes, sur des cheminées, des vélos, etc. Et ça nous rendait ouf. On était là. J'étais aussi. Et plus t'en fais, plus captcha, ça te pousse des images de mauvaise qualité, quoi. Et donc il y avait un moment, ça fait 6 heures que tu fais des remboursements non-stop sur PayPal, et là on t'envoie des photos de vélos flous. Et t'es là, mais arrêtez, quoi. Genre j'en peux plus. Plus les clients qui te parlent mal, c'était l'enfer cette semaine. Mais voilà, bon avec le recul, on en rigole. Hein, mais ouais. Et de toute façon, au final, on avait vraiment pas le choix de faire machine arrière, parce que tu vois, si on avait maintenu les commandes comme ça, bon, de toute façon, déjà, on vendait à perte, il n'y a pas le droit, et en maintenant les commandes telles quelles, on perdait plus de 20 000 euros. Mais quoi qu'il arrive, on n'y a pas gagné, parce que toutes ces annulations, il y a quand même eu les frais bancaires, en plus un déficit de marque, je pense qu'on a quand même perdu au moins 4 ou 5 000 euros dans l'affaire, quoi. Donc, c'était, quoi qu'il arrive, il n'y avait pas de bonne solution, mais il y en avait une qui nous mettait vraiment en difficulté financière, et une autre où on s'est dit, bon, bah, ça nous met quand même moins en difficulté. Et puis on va essayer de bien communiquer et de bien gérer pour que ça ait le moins d'impact possible sur l'image. Bah, je trouve que ça a quand même été bien géré. Je le répète pour que Fabien s'en rappelle, mais règle première dans l'informatique, on met jamais rien en prod le vendredi, quoi. Voilà. C'est pas que dans l'informatique, hein, c'est dans. Bah ouais, c'est pareil, hein, on est d'accord. Ouais, hein. moi je sais que je travaille dans la prod, dans l'audiovisuel. On n'envoie pas de devis le vendredi. C'est interdit parce que souvent il y a les petites ambiances et trucs, et c'est souvent là où le devis il est pas bon. On est d'accord. Mais bon, ça fait des histoires. Ok, donc on va passer du coup à la deuxième partie, qui sont plus des jeux que vous allez me dropper avec des situations. Donc pour rappel, quel est votre premier lancé ? Donc le premier lancé, c'est quel est le jeu qui vous a amené un peu dans ou les jeux qui vous ont amené un peu dans cette passion du jeu de société ? Je commence. Moi, il y en a 2, très clairement. Le premier, c'est Dominion. J'ai découvert Dominion parce que je crois qu'un pote me l'a offert et ça a été un coup de cœur absolu, quoi. J'ai découvert l'engine building et le deck building avec ça. J'ai trouvé ça trop bien. J'ai acheté toutes les extensions et on jouait que à ça. Je parlais d'un moment où j'étais en coloc avec des potes pendant ma Zénéfac et c'était notre jeu de prédilection, quoi. On jouait à ça tout le temps. Enfin, c'est sorti il y a plus de 15 ans, enfin, même plus de 20 ans, je pense, parce que je devais avoir 20 ans à l'époque. Et voilà. Et puis je trouve que ça a pas vieilli, quoi. Alors ça a vieilli graphiquement, mais mécaniquement, c'est toujours aussi agréable et c'est toujours aussi bien fait, quoi. Ça a vraiment posé les bases où je me suis dit, ah ouais, d'accord, il y a vraiment des trucs à faire, il y a plein de jeux qui doivent exister avec des mécaniques fluides, etc. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à ça, quoi. Et le second, c'est Zombicide, parce que je trouvais ça trop cool. J'étais en train de lire les Walking Dead à l'époque qui sortaient au fil de l'eau là et de plonger. Parce que je trouvais que c'était un jeu trop cool entre potes, quoi. Même s'il a plein de défauts et que je m'en rends compte maintenant, j'ai plein de souvenirs de soirées mémorables à 12 autour d'une table, sur des parties qui duraient 5 heures, etc. Chose que j'aurais plus le temps de faire maintenant. Et ouais, c'est une super belle madeleine, quoi.
Moi, je vais plutôt reciter les jeux que j'ai cités au tout début pour me présenter. En fait, moi, ce qui m'a vraiment marqué en tant que joueur, c'est le jeu d'échecs. Je les ai pas cités tout à l'heure, mais la belote et le tarot et les Magic plus tard. Les échecs, c'est parce que en fait, j'y jouais depuis que j'ai 7 ans presque tous les soirs avec mon père. On faisait des parties et c'était super bons moments avec mon père. Et la belote et le tarot, on y jouait en famille et pareil, voilà, c'est plein de souvenirs de très bons moments. Et les Magic, c'est plutôt pour le côté mécanique combo et en fait, je le ressens aujourd'hui que c'est des jeux qui m'ont marqué parce que tous les jeux auxquels je vais jouer aujourd'hui qui ont des mécaniques ou des inspirations similaires, ça va forcément devenir des coups de cœur. Tu vois, j'adore The Crew, j'adore The Gang. Bon, c'est pas ça, c'est plutôt du truc de cartes. Dès que c'est des jeux de pli ou de défausse, je suis fan. Quand c'est des jeux de combo, Engine Building, RS Arcana, It's a Wonderful World, voilà, qui peuvent avoir une inspiration magique. Dans le côté comment les cartes se cumulent, j'adore. Et puis dès que c'est des jeux d'abstrait, de placement, opportunisme, j'adore aussi. Voilà, je pense que c'est vraiment 3 types de jeux qui m'ont marqué et qui du coup créent mes affinités aujourd'hui. Oh, ok. Et y a-t-il des jeux, même si c'est pas forcément les meilleurs, dans votre ludothèque, qui sont un peu des jeux de cœur, qui sont un peu des jeux qui ont peut-être des histoires ou des choses autres? Ouais, alors des jeux de cœur, moi il y en a un vieil Asdor, je crois Asdor 95 ou 96, j'ai pas de bêtises, un jeu qui s'appelle Gang of Four. C'est un jeu de défausse et c'est pareil, c'est un des jeux, j'en ai dû en utiliser 5 boîtes dans ma vie tellement j'ai défoncé les cartes à force d'y jouer avec des potes. Mais c'était à l'époque où j'avais pas 45 jeux chez moi, tu vois, j'avais Zombicide de Minions chez moi et j'avais Gang of Four que j'emmenais partout en vacances, etc. Et j'y jouais avec plein de gens et le truc, Gang of Four, c'est un truc qui sortirait pas maintenant et il aurait pas de prix maintenant. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qui est bien à 4 uniquement, quoi. Et donc c'est un jeu de défausse un peu dans l'esprit de plein de jeux qui sortent maintenant. Moi j'ai surkiffé ce jeu, on en a fait des milliers de parties et à un moment chez Doudoum, je dis à tout le monde, mais vous avez pas joué à ça, attendez, il faut qu'on y joue. Ils ont tous détesté, ils m'ont dit non, c'est nul, c'est chiant, on s'emmerde. Je fais ah ouais, OK, d'accord. Vous gâchez ma vie en disant ça, mais mais c'est pas grave. Et voilà, et après non, mais moi juste un autre jeu qui est vraiment un de mes coups de cœur absolus parce que ça m'a retourné quand j'ai joué à ça. C'est Brass de Martin Wallace parce que ça m'a scotché au sol, quoi. Genre la finesse de la réalisation de ce truc, c'est dingue. Genre c'est vraiment un travail d'orfèvre. Genre pour moi tout s'imbrique, tout est clair, tout est compréhensible et c'est un des passer 4-5 heures sur un jeu, moi, c'est un truc qui peut me repousser un peu maintenant, parce que j'aime pas trop arriver à la fin d'une partie et me dire ah tout ça pour ça, quoi. Mais celui-là, je peux vraiment y passer des heures et je trouve ça fascinant, quoi. C'est vrai que Brass, je trouve que moi, Brass, c'est un jeu, on va dire pur. Il y a pas de gras, il y a pas de 50 000 trucs, mais avec quelques actions, on arrive à avoir 50 000 questionnements, 50 000 façons de faire. Et je trouve que Brass, c'est un jeu comme aujourd'hui, il y en a peu qui rentrent dans sa catégorie. Quoi. Alors, tu vois, le truc de base de dire j'ai juste une main de cartes et je vais jouer 2 cartes à mon tour et c'est tout. Et te projeter dans une planification pareille avec autant d'interactions qui vont venir de la part des autres joueurs, etc. Mais je trouve ça fou. Enfin, vraiment, c'est trop bien fait, quoi. Et le système de prêt, de gestion de levier sur tes points, etc. Enfin, je trouve ça vraiment brillant, quoi. Bon, il a pas réussi à faire d'autres trucs depuis qui m'ont scotché autant que celui-là, même si il a fait d'autres jeux bien, Martin Wallace, quand même. Pas dire de bêtises, hein. Mais il y a peu de jeux qui m'ont fait cet effet-là, ouais. Même avec le recul, 5-6 ans après y avoir joué, je me dis vraiment grosse claque. Et moi de mon côté, je vais en citer 2 aussi. Le premier c'est Time Bomb. J'ai dit tout à l'heure, c'est quand j'étais ado, je jouais pas mal au loup-garou, mais j'avais arrêté parce que en fait t'as tout le temps des frustrations avec les joueurs éliminés, etc. Et je pense que Time Bomb c'est le premier jeu moderne auquel Vincent m'a fait jouer quand on s'est rencontrés, qu'on a commencé à jouer ensemble. Et c'est un des premiers où justement je me suis dit mais en fait ok, il y a autre chose. Tu peux sortir de ce truc où t'es éliminé, t'as perdu, mais tu continues à
jouer tout ensemble jusqu'à la fin. Et voilà, ça m'avait vraiment marqué. Et du coup, je prends toujours autant de plaisir à y jouer. Et le deuxième, c'est It's a Wonderful World, parce que en fait, je pense que c'est mon premier jeu sur lequel j'ai eu un vrai gros coup de cœur après qu'on ait lancé Blue Doom. Voilà, moi j'ai commencé à vraiment jouer beaucoup à partir du moment où on a lancé Blue Doom, et voilà, c'est dans les premiers jeux qu'on a découvert, qu'on a testé, j'ai eu un gros coup de cœur sur It's a Wonderful World, et même s'il a des petits défauts, c'est toujours un jeu où je prends, quoi qu'il arrive, du plaisir à jouer, à construire mon moteur, et voilà. Et du coup, aujourd'hui, quel jeu vous sortez le plus? En ce moment même, En ce moment, oui. on a beaucoup joué à The Gang en toute fin d'année, avant Noël. Et moi, en ce moment, celui auquel je joue le plus, mais c'est sur BGA, c'est Zenith, Ah bah, on est deux. qui est le nouveau jeu de Playpunk, ce qu'ont fait Captain Flip. C'est un jeu en duel avec du contrôle de borne et du tir à la corde. J'ai vraiment un gros coup de cœur sur ce jeu. On l'a aussi vu et testé en version proto, mais j'ai surtout joué en ligne, et ouais, je prends beaucoup de plaisir à y jouer, parce que avec tous les jeux auxquels on a joué depuis qu'on a lancé Blue Doom, j'ai de plus en plus de mal à trouver des jeux où je me dis pas au bout de 2-3 parties je fais la même chose. Et lui, Zenith, là pour le moment, j'ai dû faire une bonne dizaine de parties en 1 ou 2 semaines, et à chaque fois la partie que j'ai jouée était différente, autant au niveau de ma pioche que de la manière de jouer des autres. Et sauf que à chaque partie différente, à aucun moment je me suis dit oh ok, bah j'ai pas eu de chance, du coup c'est en fait, quoi qu'il arrive, la partie est différente, mais quoi qu'il arrive, t'as quelque chose à faire, et ça va dépendre de toi si tu t'en sors. Donc ça fait un jeu hyper stratégique et complet, mais qui joue dans un format condensé, quoi. Souvent la partie elle dure une demi-heure max, c'est hyper dynamique. Enfin, ce qu'on attend souvent dans un jeu de duel, c'est qu'il y ait beaucoup d'interactions, et là il y a plein d'interactions, mais c'est jamais de l'interaction non plus trop négative qui va faire rager le joueur en face. Donc je trouve très complet, et je pense que ça va être une très belle sortie de l'année. Hier, c'est drôle parce que bon, moi, ça fait partie de mes jeux que j'attends le plus aussi. J'en suis à peut-être une 50aine de parties sur BGA, tellement j'ai adoré ce jeu. Et hier, je parlais avec Antoine qui me disait que ce jeu, oui, il pense que qu'il va bien marcher, et il a ce côté un peu jeu de téléphone, jeu vidéo, très dopamine direct, et avec cette pression un peu tendue et ramassée. Ouais, je suis d'accord. Après, voilà, moi, la seule interrogation qui me reste, c'est est-ce qu'il va être aussi fluide sur un plateau qu'en ligne? Avec les mouvements des pions. Ouais. Parce qu'il y a quand même pas mal de manipulations à faire, mais bon, de ce que j'ai vu du proto, etc., ça a l'air d'aller, quoi. Ça sera un petit peu moins fluide que la version en ligne, mais globalement, je pense que ça va vraiment très bien marcher. Après, moi, je réponds, nous, on a quand même toujours un décalage. Alors, Fabien, du coup, il parle d'un jeu sur lequel il joue sur BGA, mais c'est qu'en général, nous, on joue au jeu avant qu'il sorte et avant qu'il buzz. Et après, on n'a plus le temps parce qu'on est déjà en train de jouer à des nouveaux trucs. Après, moi, pour répondre à ta question, le jeu auquel je joue le plus en ce moment, malheureusement, c'est Abalone, parce que j'ai offert Abalone à ma fille à Noël et qu'elle veut tout le temps faire des Abalone avec moi, parce qu'elle avait ça au centre aéré, et voilà. Donc, du coup, je fais des Abalone tous les soirs. Mais c'est bien parce que ça l'exerce à faire du jeu abstrait et à se prendre la tête et à battre son père, chose qu'elle n'arrivera pas à faire avant au moins 20 ans, j'imagine, mais voilà. Donc, je défonce ma fille à Ballon régulièrement. Mais sinon, je crois qu'un des jeux qu'on a le plus sorti sur ces 3 derniers mois, c'est Flip 7, qui va arriver chez Ketchup là début février, si je dis pas de bêtises. Et on avait eu une version anglaise avant. Un petit jeu de stop ou encore, je sais pas si t'as entendu parler. Ouais, j'ai entendu parler. C'est la boîte un peu argentée, c'est ça? Ouais. Et c'est ultra efficace, quoi. Tu vois, c'est le jeu auquel tu joues en 5 minutes. Et en fait, moi, j'aime bien toujours ramener des jeux quand je vais voir d'autres gens qui sont pas forcément du sérail, etc. Et de leur faire tester des petits trucs très addictifs et qui marchent avec tout le monde. Et ça, c'est une pépite, quoi. Tu peux faire jouer n'importe qui à ça, et ouais, c'est fun, ça dure 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, ça, moi, c'est un des trucs forts. Et coup de cœur personnel, là, j'ai joué à Leaders, un jeu de duo qui arrive chez Studio H, je sais plus quand, mois d'avril ou mois de mai, je crois. 28 mars. Le 28 mars, ouais, je me suis trompé. Moi, je suis comme Fabien, j'aime beaucoup les échecs et les jeux abstraits à dominante échekienne. Et là, je sais pas si t'as entendu parler de Leaders, mais c'est ça, quoi. T'as un roi sur un plateau en forme d'hexagone qui va pouvoir se déplacer, enfin un leader.
pour ça que le jeu s'appelle Leaders, et tu vas recruter tes pions au fur et à mesure, et tes pions, ils vont chacun avoir un pouvoir bien spécifique. Et donc, du coup, tu vas te retrouver avec une asymétrie entre les deux joueurs, et en maîtrisant les pouvoirs, tu vas gérer des coups fourrés, sauf que là, pour le coup, c'est pas au tour par tour, c'est tu joues tous tes persos à ton cours de jeu. Donc, du coup, tu vas créer des guet-apens, etc. C'est un mélange entre un jeu d'échecs et un jeu d'escarmouche, sur des parties super courtes de 15-20 minutes, très très tendues et très très tactiques. Enfin, moi, j'ai surkiffé, je trouve ça trop bien. Et voilà, j'espère que ça va marcher fort et en plus, c'est super bien édité. Donc voilà, gros coup de cœur là-dessus. Je pense que ça a moins bien marché que Zenith au global, parce qu'il y a un côté moins dans l'air du temps. Tu vois, le jeu après, ça marche pas avec tout le monde. Mais après, l'édition rajoute quand même beaucoup au truc. Enfin voilà, vraiment, c'est à essayer. Et je le conseille à tout le monde. Après, il y a des jeux abstraits quand même qui aujourd'hui qui fonctionnent encore bien. Par exemple, Azul, oui. Ou même Café Fleur. Même si Café Fleur, j'ai l'impression qu'il a marché rapidement et qu'ils aient vite oublié aussi rapidement, mais je trouve qu'il y a encore des jeux abstraits qui fonctionnent, même si c'est vrai que c'est pas pour tout le monde les jeux abstraits. Ouais, mais voilà, en tout cas, coup de cœur personnel, n'hésitez pas à y jeter un œil, ceux qui écoutent, et toi-même, Morgane, vaut le détour. Regarder ça direct. Et du coup, dernière question sur cette partie, quelle nouveauté, s'il y en a une que vous attendiez? Bah, il y a Zenith, ici il y en a d'autres du coup. Qu'on attend et qu'on n'a pas encore reçu en démo, du coup, faut qu'on regarde un peu plus loin. Ouais, je suis en train de mettre sur notre matrice des jeux. Il y avait quoi? J'ai regardé vite fait, mais j'en ai entendu pas le parier. Il n'y a pas Wondrous c'est Wondrous Creatures, ouais. J'avais envie de voir. Sur le pitch, ça donnait pas mal en. Ah non, si, moi, il y a Gatsby de Catala et Maublanc là qui va sortir chez Ketchup. Alors déjà il faut savoir que nous on est des fanboys de Ketchup Games avec Fabien. On a kiffé tous leurs jeux qu'ils ont sortis ou presque, parce qu'il y a quand même quelques trucs à la marge qui étaient pas fou. Mais c'est un éditeur qu'on adore. On a eu le loisir et le plaisir d'échanger avec eux à plusieurs reprises, et on a vraiment la même vision du jeu de société qu'eux, quoi. Tu vois, un espèce d'amour pour les jeux initiés, tactiques, stratégiques, mais dans des formats un peu ramassés en temps, quoi. Et puis moi je trouve qu'ils se tapent des délires d'édition qui sont géniaux, quoi. Enfin tu regardes, moi le taf d'édition qu'il y avait sur The Loop à l'époque, je trouvais ça hallucinant, entre le parti pris graphique et tous les efforts pour mettre en avant tous les gens qui ont fait ce jeu et tout le boulot qu'il y avait dans le fond. Enfin je trouvais ça fou. Donc on attend toujours avec impatience tous leurs jeux. Là en plus c'est signé Catala et Maublanc. Tu te dis bon, ok, ça peut sentir bon. Et ouais. Même si Catala c'est devenu son taf à plein temps, et donc du coup bah il y a à boire et à manger dans tout ce qui sort. C'est quand même un mec extrêmement brillant et qui a un talent inné pour les jeux de duel, tu peux pas le nier, quoi. Et donc là pour moi la promesse elle est énorme, et je suis très 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 curieux en tout cas, ouais. Et moi il y a aussi Kelp qu'on a vu au festival de Vichy c'est septembre, je sais plus, c'est pas grave. En 2024 là on a vu le matos, la mécanique de jeu, c'est un peu lunaire, hein, avec une pieuvre qu'affronte un requin, jeu asymétrique, ça avait vraiment l'air génial. On a juste eu un pitch complet, on n'a pas pu faire de partie, mais voilà, sur le pitch, toute l'ambiance autour du jeu et les mécaniques asymétriques pour un jeu de duel est vraiment très asymétrique. Ça a l'air d'être une expérience qui change de ce qu'on a d'habitude. Pas en capacité d'affirmer que ça va marcher, être bien, mais ça donne forcément envie d'y jouer et de tester. Ok, bah merci du coup pour ces réponses. Là on va du coup passer à la dernière partie qui est du coup un jeu sur une île déserte. Du coup vous arrivez sur une île déserte, vous avez le droit de prendre 5 jeux et pas un de plus. Sur cette île déserte, l'île n'est pas vraiment déserte, il y a d'autres tout seuls, un peu à la Lost. Donc quels sont vos jeux? Est-ce qu'il y a Fabien avec moi ou pas sur cette île déserte? Parce que sinon je prends que des jeux de duo pour jouer avec lui, je m'en fous des autres. Bah, on va dire, j'avoue c'est la première fois que je le fais avec deux, on va dire que c'est des îles désertes qui sont un peu éloignées, mais si vous êtes motivé à la nage, vous pouvez y aller. Vas-y, je commence. Ou alors je le fais. Bah moi, il y en a. Forcément, ça va être variable parce que, comme on l'a dit, on joue à beaucoup de choses, et alors c'est de plus en plus dur de ressortir 5 coups de cœur qui sont des coups de cœur. C'est pas vraiment forcément des coups de cœur, hein. Ça peut être aussi des jeux. Quand t'es sur une île déserte, t'as que ça à faire. Ça peut être même des vieux jeux, des trucs. Ça peut être tout, quoi. Ouais.
Bah ouais, en fait, déjà, je prendrais un paquet de cartes. Parce que, en fait, avec un paquet de cartes, tu peux jouer à plein de jeux différents, donc ça t'offre une belle variété. Tu pourrais même jouer à The Gang. Ouais. On a Régicide, là, qui est sorti il y a pas longtemps. Régicide, mais je rigole parce que c'est très bien édité, donc je pense qu'il faut pas les réduire à ça. Donc je prendrais un paquet de cartes. Je vais reciter tous les jeux que j'ai dit tout à l'heure. Du coup, un jeu auquel on peut jouer à beaucoup, donc Time Bomb. Un jeu assez strat, optimisation, où je peux y jouer tout seul, mais aussi jouer à d'autres qui ont envie de faire la strat, ça serait It's a Wonderful World. Un jeu strat un peu léger, auquel j'ai beaucoup joué l'année dernière, Faraway, toujours un petit hommage à Ketchup en passant. J'en suis à 3, à 4. J'en suis à 3. 4, et il m'en manque un dernier. Je pense qu'en dernier, je prendrais Ship 7 pour avoir un petit jeu. Ah non, remarque, Ship 7, je peux jouer avec mon jeu de cartes. Non, c'est pas vrai. Je joue plusieurs jeux de cartes. Oui, je prendrais un truc type 7 ou 8, un truc, ambiance très rapide, pli ou des fausses rapide. Tu peux enchaîner les parties détente au point du feu. Si t'as réussi à faire du feu sur ton île. Moi, je pense que je vais prendre Robinson Crusoe, Aventure sur l'île maudite, juste pour aider tous les gens à apprendre à survivre, parce que le jeu sera forcément plus méchant que ce qu'on va rencontrer en réalité sur cette île déserte. Il y a des chances. Donc, du coup, je pense que ça vaut le coup, quoi. Non, puis j'ai kiffé ce jeu, mais j'ai jamais eu le temps de faire tous les scénarios et de tout finir, donc ça sera l'occasion. Je pense que je vais ramener un jeu d'échecs, parce que je suis pas assez fort aux échecs et ça me manque, et du coup, j'aurai forcément l'occasion de m'entraîner. Je vais forcément ramener Gang of War. Et je vais trouver 3 potes pour jouer avec moi. J'ai dit quoi? J'ai dit Aventure sur l'île maudite, Gang of War. J'ai dit quoi d'autre avant? J'en ai dit un. Non, t'as 3. Ah, t'as dit... J'ai dit Gang of War, Aventure sur l'île maudite et... Jeu d'échecs. Et un jeu d'échecs, ouais. Donc il m'en reste 2. J'allais dire un jeu de quiz ou un jeu de culture G à partager avec tous, mais c'est chiant parce que t'en auras fait le tour trop vite. Res Arcana, parce que c'est rapide, c'est strat, et tu peux quand même former des gens pour jouer à ça. Et après, il faut que je trouve un petit jeu débile à ramener avec des gens qui savent pas faire grand chose et qui ont pas envie de jouer à des jeux compliqués. Kakosha Book Cheese. Je pense que c'est très bien s'il y a 2-3 neuneux dans le groupe et qui n'ont pas envie d'apprendre des règles. Ça, au moins, ils vont vite comprendre. Et voilà. J'adore ce jeu. Hein. C'est pas du tout un reproche. Hein, mais c'est vrai que un jeu vraiment facile à partager avec tout le monde. Il y avait un jeu comme ça sur le papier qui était très facile, mais dans lequel je suis hyper nul. C'est 2 pommes, 3 pains. Je suis nul à ce jeu, mais c'est laisse tomber. Genre dès qu'il y a les pains qui arrivent, c'est c'est mort. Une fac, quoi. Il fait briller le cerveau. Ouais, d'accord. Surtout avec, tu as même des modes avec un peu extension où du coup c'est fini. Déjà sans extension, dès qu'il y a la pomme de pain, je on dirait mon gogol là. Ok, bon en tout cas merci beaucoup pour ça, pour cette heure et demie passée avec nous. Merci à toi. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez dire non, c'est le moment. Non, c'était très bien. C'était très agréable. Bon cool. Et j'espère peut-être vous croiser soit à Cannes, soit à d'autres endroits dans le monde ludique. Oui, c'est son premier lancement.